à tous. Donc effectivement, je travaille chez Microsoft côté relations développeurs. Donc mon job, c'est de s'assurer que Microsoft discute bien avec toutes les communautés de développeurs en France, avec les organisateurs des conférences. C'est aussi pour ça qu'on est très content d'être là présent au DevFest Nantes cette année. Je ne vous cache pas que je suis un peu nerveux ce matin parce que venir parler de .NET à une conférence comme le DevFest, je me dis, je viens un petit peu en territoire non conquis et ça nous fait du bien chez Microsoft, ça nous change un petit peu. Et je viens vous parler moi d'un sujet qui me tient à cœur parce que je suis développeur .NET depuis une quinzaine d'années et j'ai un peu le sentiment d'être devenu has-been. Voilà, c'est .NET, c'est un moment, là j'ai eu ces dernières années où je me suis dit il faudrait que je fasse du TypeScript, il faudrait que je fasse du Node.js, il faudrait que je fasse autre chose. Là, François, il faut que tu fasses quelque chose d'autre parce que là, tu es en train de devenir has-been. Je pense qu'il y a d'autres stacks de développement qui ont eu ce petit sentiment, comme peut-être la stack Java. Des fois, quand je discute avec mes pairs qui font du Java, eux aussi, de temps en temps, ils ont un peu le sentiment de devenir has-been. Mais finalement, quand on regarde concrètement, il y a encore énormément d'applications qui sont développées en Java et puis énormément d'applications qui sont développées en .NET. Et puis finalement, il y a des choses qui se sont passées dans l'écosystème .NET ces dernières années qui progressivement m'ont fait relever un peu les épaules, relever un peu la tête et puis dire non, en fait, je suis fier d'être un développeur .NET et j'ai envie d'aller parler aux gens de pourquoi je suis fier d'être un développeur .NET. Donc c'est un peu l'objet de ma presse de ce matin, de vous expliquer pourquoi j'ai plus honte là ces derniers temps d'être un développeur .NET. Donc je vais commencer par un peu d'histoire pour vous retracer un petit peu quand même le parcours de .NET. Donc .NET, le 13 février 2002, voilà, avec une idée, c'est pour Microsoft, c'est si on ne pouvait pas simplifier le développement d'applications Windows et d'applications web en 2002, c'est quand même loin maintenant. À l'époque, pour développer les applications Windows, on faisait du C++, on faisait des MFC, on faisait voire carrément de l'API Win32, donc là c'était pour les hardcore développeurs. Donc c'était un peu complexe quand même. Pareil pour les applications web, on faisait des Active Server Page. Donc c'était quand même un peu hardcore et l'idée c'était de s'inspirer de ce qui était fait dans les autres langages de programmation à cette époque pour avoir un langage de programmation de plus haut niveau et une stack de plus haut niveau. Et donc ça c'est la naissance en fait de .NET Framework 1.0. Donc ça date déjà de 2002. Donc j'ai quelques petites questions pour vous. Donc finalement .NET c'est quoi? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se lancer? Ah, c'est un concurrent de Java, mais derrière .NET, c'est un concurrent de Java, mais je vais préciser. Parce qu'en fait, derrière .NET, c'est pas .NET, quand on parle de .NET, finalement, c'est pas un langage, c'est une plateforme de développement, parce que c'est un runtime et une API. D'accord? Donc ce runtime, à la base, devait assurer la portabilité de la plateforme. Dans les faits, jusqu'à très récemment, la plateforme, elle tournait principalement, le runtime développé par Microsoft tournait sur les OS Microsoft. Et puis, il y a eu l'implémentation Mono, qui était une implémentation de la communauté open source, qui permettait de faire tourner du .NET sous Linux. Alors, quels sont les langages qu'on peut utiliser avec .NET? Parce que je vous ai dit que c'était une plateforme, et donc on pouvait utiliser différents langages. Usuellement, bon, C#, c'est le meilleur ami d'un développeur .NET. F# aussi pour la programmation fonctionnelle, qui est un peu plus confidentielle, mais qui est vraiment un super langage de programmation fonctionnelle. Visual Basic .NET, ça c'est pour ceux qui ont des cheveux blancs, on va dire, sans vouloir manquer de respect. Et puis PHP, alors il y a peu de gens qui le savent, mais il y a une initiative, un projet open source qui s'appelle pitchpy.io qui permet de compiler du PHP pour qu'il s'exécute sur le runtime .NET et .NET Core aujourd'hui. Vous avez une petite idée de qui est le concepteur principal de C# à l'origine? Non? Eh ben, c'est Anders Hejlsberg, j'écorche toujours son nom de famille. Donc ce monsieur, c'est quand même le papa de Turbo Pascal, c'est le papa de Delphi, mais c'est aussi le papa de TypeScript. Qui utilise TypeScript aujourd'hui? Ah, il y a quand même pas mal de mains qui se lèvent. Eh ben, vous utilisez un langage de programmation dont le papa est aussi le papa de C#. Voilà. Donc,
Là, on a déjà eu la réponse tout à l'heure. À quel langage C# a longtemps été comparé? Effectivement, il a été comparé longtemps à Java. C'est vrai qu'il y avait de très fortes inspirations de Java, hein, on ne va pas le renier. C'était très inspiré de Java. C'était une époque où on avait souvent le syndrome du not invented here. Donc si on va un peu plus loin, et je continue à retracer cette histoire, il y a eu pas mal d'évolutions, donc très rapidement, donc je parlais 2002, mais déjà dès le 3 avril 2003, on a la version 1.1 du framework qui apporte des nouveautés comme le support d'IPv6. On se demande pourquoi ils se sont embêtés à le développer en 2003, vu qu'aujourd'hui on est toujours en panade avec IPv6. Le support d'ODBC, des bases de données Oracle, et puis le runtime passe en version 1.1, et ça fait mal. À chaque fois qu'on a sauté d'une version de runtime, ça fait mal. Parce qu'en 2003, il faut se rappeler qu'on n'avait pas tout ce qu'il fallait pour que les applications et tous nos packages et tout ça se mettent à jour en continu. Aujourd'hui, on trouve que c'est normal. Mais à l'époque, Internet, ce n'était pas ce qu'on avait aujourd'hui. Et à chaque fois qu'il fallait remettre toutes les applications à jour parce que le développeur de l'application avait décidé de changer de runtime, c'était compliqué. Et puis, comme on aime bien jouer, 3 ans plus tard, on a remis ça avec la version 2, donc on a rechangé le runtime. Alors, on s'est arrangé pour qu'un changement de runtime, en général, ça colle avec une nouvelle version majeure de Windows ou un service pack de Windows. On change de runtime et on apporte quand même pas mal de choses assez sympas au langage, les classes partielles, les types nullables, les méthodes anonymes, les itérateurs, les types génériques. Et puis on continue comme ça. Vous remarquerez la distance faible entre .NET Framework 2.0, janvier 2006, et .NET Core 3 en novembre 2006. Avec pas mal de nouveautés aussi, .NET Core 3, l'idée de se dire, on fait pas mal à l'époque, on fait beaucoup d'applications encore clients lourds. Si on utilisait DirectX pour faire le rendu des applications et décharger le CPU, donc là c'est l'arrivée de ce qu'on appelle Windows Presentation Foundation. Si on supportait SOAP, parce qu'à l'époque, personne ne parlait de REST avec JSON, on faisait tous du bon vieux XML bien lourd qui ne pouvait pas passer sur un réseau mobile. Donc nous aussi, on s'est dit, si on supportait SOAP, et voilà l'arrivée de Windows Communication Foundation. Et si on gérait les workflows, donc Windows Workflow Foundation. Je sais pas. On continue. Vous voyez, on a fait quand même pas mal de choses. 5 septembre 2007. Alors là, si on faisait notre propre flash, voilà, je ne vais pas aller plus loin, je n'irai pas plus loin. En novembre, en 2017, là, c'est la sortie de .NET Framework 3.5. Alors là, par contre, je suis plutôt, moi, perso, je suis super content avec ce truc-là. C'est si on pouvait requêter des collections d'objets avec une syntaxe de type SQL. Et ça, c'est la sortie de LINQ. Et LINQ, c'est pour Integrated Natural Query. Enfin, ça, c'est génial parce que en C#, ça vous permet de faire des requêtes depuis très longtemps. J'ai mis 2017, je me suis trompé, 2007. Excusez-moi pour l'erreur. Ça permet de requêter des collections d'objets en écrivant quasiment avec une syntaxe SQL dans le code source. Et ça, c'est vraiment super pratique quand vous faites un select les objets avec telle propriété from cette collection d'objets. C'est super lisible. Et ça, c'était vraiment bien. Donc en 2008, sortie du Service Pack 1, et là il y avait un truc, c'était Hibernate en Java, c'était super bien quand même, et on s'est dit, ouais, on va faire la même chose, Entity Framework. Bon, là, c'était vraiment un epic fail. Enfin, la version 1, aujourd'hui, ça marche très bien, mais la version 1, c'est un epic fail, à tel point qu'on a eu il y a eu un collectif d'à peu près 1 millier de développeurs qui a signé un manifeste pour dire non, ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est quand même un epic fail. Mais aujourd'hui, ça marche vraiment très bien. On en est à plus de la version 6. Mars 2009, alors, sur la stack.NET, effectivement, on faisait beaucoup de webform, et beaucoup de gens, au début, trouvaient ça bien. Webform, l'idée, à la base, c'était de se dire, on a beaucoup de développeurs WinForm, donc qui connaissent bien les principes de comment je fais une interface graphique Windows, qui ne connaissent pas très bien le web.
Comment on va leur simplifier le passage de je développe une application client lourd à une application web. Donc, d'où l'arrivée de Webform, où on avait un designer dans Visual Studio, on venait glisser-déposer ses contrôles, on faisait sa page, et puis après on faisait du binding avec des méthodes de code behind pour réagir aux événements. Le problème, c'est que ça masquait beaucoup trop finalement le fonctionnement du web et de toute la mécanique qui se passe dans les requêtes HTTP. Et après, avec les view states, ça devenait indébuggable parce qu'en fait, il y avait une espèce de view state qui trimballait l'état entre le client, le browser et le serveur pour en permanence que l'état soit connu partout. Et c'était vraiment une catastrophe. Et donc là, en mars 2019, on sort ASP.NET MVC pour Model View Controller en version 1. Et là, tout le monde était super content parce qu'on partait en route vers une plateforme web moderne. On assume que maintenant, les développeurs web, ils doivent savoir comment le web fonctionne. Donc, on expose ce genre de choses. Donc voilà, on continue. La version .NET Framework 4, bon là, c'est pareil, ça fait mal, mais ça amène aussi pas mal de choses. À l'époque, en 2010, on commence vraiment à avoir des processeurs multicœurs et on veut exploiter ce genre de choses. Donc on arrive avec les parallèles extensions, parallèle link, la librairie task parallèle qui permet d'exploiter au maximum les différents cœurs du CPU. On arrive avec les codes contracts aussi, ça c'est assez confidentiel, les gens ne savent pas trop qu'on peut faire du code contract. Donc ça c'était assez intéressant. Et puis on continue à évoluer avec les API REST et MVC qui se dérivent en Web API aussi pour mieux supporter REST. Bon, ok, ça c'est bien, mais 17 ans plus tard, ça donne quoi, à votre avis? Eh bien, ça donne ça. Un gros empilement de couches géologiques, parce qu'en fait, le .NET Framework, il a été bâti comme un framework bien monolithique, et pas du tout modulaire, excusez-moi. Donc j'imagine, vous voyez, aujourd'hui, on a plein de talks sur comment transformer une application monolithique en microservice, donc vous imaginez bien toutes les problématiques que ça peut imposer aux développeurs du framework. En plus, chez Microsoft, on avait la maladie de la rétrocompatibilité. C'est de se dire, voilà, les applications qui ont été développées en 2002, en .NET Framework 1.1, il faut encore qu'on puisse permettre aux gens de les exécuter en 2019. Ça, c'était, voilà. Alors que, il y a plein de stacks de développement qui ne se posent pas ce genre de questions. Donc, ça faisait que, finalement, le .NET Framework ne pouvait plus évoluer, parce que ça devenait beaucoup trop dangereux de faire une petite modification dans le runtime ou ce genre de choses, parce qu'on ne pouvait pas garantir qu'on n'allait pas déployer cette nouvelle version du framework et casser une application déjà existante. Donc problème de perf, problème d'évolution, et on se retrouvait un petit peu bloqué là où on en était. Et du coup, le 12 mai 2014, on a pris une décision, c'est de lancer le reboot de .NET. Et comme .NET c'est quand même assez énorme, on n'a pas lancé le reboot sur tout .NET en se disant on va tout faire. Au début, ça a commencé avec l'annonce de ASP.NET VNext, donc une équipe qui a commencé à se dire nous on va repartir sur un tout petit bout de .NET, c'est la partie web, et on va réécrire from scratch ce qu'il faut pour pouvoir faire des applications web modernes, cloud ready, parce qu'à l'époque on avait déjà Azure, on commençait nous aussi très fortement à parler de cloud, et donc l'objectif c'était d'avoir une stack beaucoup plus légère qui permette de faire des applications web prévues pour le cloud et qui tire parti de tout ce qu'on peut trouver dans le cloud, vraiment performantes. Donc ça s'est lancé. Et le 27 juin 2016, on a annoncé la version 1 de .NET Core et de ASP.NET Core. Donc c'est pareil, mais effectivement c'est différent. Donc pourquoi pourquoi rebooter? Le premier point, c'est que quand on a rebooté, on voulait que ce soit complètement open source. Et .NET Framework, on ne pouvait pas l'open sourcer. Parce qu'en fait, à l'époque, en 2000, là où on développait le .NET Framework, on n'était pas tout seul, on bossait avec d'autres boîtes. Et en fait, il y avait des brevets sur .NET Framework. Donc ça nous empêchait de l'open sourcer.
même si finalement c'est un langage standardisé, hein, puisque c'est un langage ECMA, par exemple, C# et tout .NET c'est ECMA, on ne pouvait pas l'open sourcer. Donc quand on a rebooté, faire en sorte que tout le framework, tout le runtime soit open source, c'était le requirement numéro 1. L'exigence numéro 2, c'est que ce soit cross-platform. C'est-à-dire que le runtime il devait pouvoir s'exécuter, et l'application devait pouvoir s'exécuter sur Windows, sur Mac OS X et sur Linux. Aujourd'hui, ce requirement-là, il est complètement respecté et ça nécessitait un reboot complet. Flexible, ça je reviendrai un peu après. Performant, donc la vision de la performance en top priority, ça c'est un point important. Et tout terrain. Donc ça c'est vraiment les 5 points qui ont guidé la réécriture. Donc la partie open source, donc sur la partie open source, c'est vraiment un sujet important. Ça date déjà de 2017, les stats. Il y avait 16 000, fin 2017, il y avait 16 000 contributions hors Microsoft. Quelque chose qu'on a fait, c'est finalement, on a donné .NET, enfin, on a passé la conduite de .NET à la .NET Foundation. Donc on a mis ça dans une fondation pour que finalement la destinée de la plateforme ne soit plus uniquement pilotée par Microsoft. Et en fait, aujourd'hui, dans la .NET Foundation, si vous regardez, il y a Microsoft, il y a Google, il y a AWS, il y a Pivotal, il y a Telerik, Insight, il y a Red Hat, il y a JetBrains, il y a Unity, il y a Samsung. Par exemple, Samsung a choisi .NET Core hein, pour son OS Tizen et ses téléconnectés, par exemple. Donc il y a vraiment du monde derrière la .NET Foundation. Ça, c'est un point important. Et ça, c'est des stats un peu mises à jour. Donc voilà, aujourd'hui, sur tous les projets de la .NET Foundation, on a 61 000 contributeurs de 3700 sociétés différentes sur 56 projets actifs. Donc, on est sérieux, on sait très bien qu'on a encore beaucoup de chemin à faire sur l'aspect open source, mais on est vraiment sérieux avec ce sujet-là sur la sphère .NET. L'aspect cross-platform, voilà, ça c'est quelques stats. Donc ici, ça c'est le nombre de lignes de code, pardon, 90%. Donc 90% de la base de code, elle est complètement cross-platform. Et après, il y a quelques spécificités pour, bien évidemment, l'adapter aux différentes plateformes. Donc, j'ai perdu. Voilà. Windows, on a à peu près 28 000, enfin quasiment 29 000 de lignes de code spécifiques à Windows. Alors, ça a augmenté récemment, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, ça peut paraître haut, mais en fait, il ne faut pas comparer à Linux et OS X, parce que Linux et OS X, eux, ils bénéficient tous des lignes de code spécifiques à Unix, enfin au système Unix. Donc, par exemple, Linux, c'est 17 000 plus quelques lignes de code spécifiques à Linux. Ouais, c'est logique, parce qu'il y a des choses qui sont implémentées, par exemple, comme le support de la registrie sur Windows. Bon, il n'y a pas de registrie sous Linux. Forcément, ça fait des lignes de code en moins. Donc, il y a quand même quelques lignes de code qui sont spécifiques pour certains usages. Flexible, donc effectivement, avant, .NET, c'était Visual Studio First. On pouvait tout faire dans Visual Studio. Et moi-même, comme j'ai fait pas mal d'intégration continue, je pestais des fois à pouvoir setuper une ligne d'intégration continue parce que finalement, il y avait des commandes qu'on ne pouvait faire qu'à travers l'interface graphique et c'était juste une plaie. Là, on a recommencé depuis le début et tout est fait à travers la CLI.NET. Donc tout ce que vous pouvez faire avec .NET Core, c'est à travers la CLI. Et je vous le montrerai tout à l'heure. Performant, donc là c'est des stats d'un benchmark. Alors il vaut ce qu'il vaut, mais aujourd'hui il fait quand même un peu référence, c'est celui de Tech Empower Benchmark. Donc ça c'est celui du mois de juillet. Alors je ne vais pas vous dire qu'on est les meilleurs, mais là il y a 201 frameworks web qui sont benchmarkés dans ce test-là. Voilà, des fois on est 11e, des fois on est en 33e, des fois on est 28e, 32e. Voilà, en fonction des sujets. Donc on est plutôt dans le peloton de tête. Là où on est très bon, c'est sur tout ce qui est data update, qui est pour moi le use case le plus près de conditions réelles, parce que c'est ce scénario-là où vous allez lire des données, les mettre à jour et les réécrire dans la base. Donc c'est le scénario qui est le plus proche de ce qu'on fait quand même régulièrement dans une application. Et donc là, on est plutôt pas mauvais. Après,
pour la petite histoire, je me suis amusé à me rendre compte qu'en fait, il y avait des variations très fortes. Et je pense qu'il y a certains frameworks qui sont optimisés pour tourner sur des machines physiques, parce qu'ils doivent avoir des optimisations pour les CPU. Et du coup, tout d'un coup, quand on regarde le sujet cloud, où là, on ne peut plus utiliser ces optimisations, bah, on se retrouve mieux placé. Mais globalement, on est très sérieux sur ce sujet performance. Et il est tout-terrain. Alors ça, c'était un TNet depuis le début. Il est tout-terrain parce que ça permet de faire des applications desktop, ça permet de faire du web, ça permet de faire des applications cloud, ça permet de faire des applications mobiles avec Xamarin, donc des applications développées en .NET et qui permettent de faire des applications natives pour iOS, Android. Ça permet de faire des jeux vidéo avec Unity pour la Xbox, mais aussi pour le PC et pour les applications mobiles. Ça permet de faire l'IoT. Il y a une version de .NET Core que vous pouvez déployer sur des devices IoT. Ça permet même de faire de l'intelligence artificielle avec la librairie ML.NET. Vous avez toute une librairie en .NET qui vous permet de faire, qui implémente des algos d'apprentissage, qui est utilisée dans nos produits Office et autres. Et récemment, on a aussi annoncé ML.NET .NET for Spark. C'est-à-dire qu'un développeur .NET, aujourd'hui, il a une lib qui lui permet de coder un algo qui va bénéficier, qui va tourner sur un cluster Spark. Donc l'objectif, c'est vraiment d'être tout-terrain. Bon, alors, maintenant la question c'est, ok, c'est bien, on a rebooté, on a fait tout ça, mais ça sert à quoi? Donc là, c'est le petit instant démo. Voilà. Donc ça sert à quoi de faire tout ça? Et ben maintenant, je vous disais tout à l'heure, le fait d'avoir ce .NET Framework là qu'on ne pouvait plus faire évoluer, ça nous empêchait d'innover. Et maintenant, avec ce framework, on peut faire des choses assez rigolotes qu'on est en train d'explorer. Là, ce que je vais vous montrer, c'est quelque chose qui était encore jusqu'à récemment en expérimental, qu'on a passé en preview. Donc ça veut dire que on s'engage à shipper à un moment ou à un autre ça. Et donc là, je vais faire un .NET New Blazor WASM. J'imagine que quand vous voyez WASM, à qui ça parle? Ouais, hein, WASM, WebAssembly. Donc là, on est en train de faire du .NET avec du WebAssembly. Donc pendant qu'il est en train de créer le projet, je vais commencer à vous montrer ce qu'on a. Donc on a une application là. Dans mon startup, je lance mon application. Et ici, j'ai mon application Razor. Voilà, ça c'est le démarrage. Hop. Hop, là. Donc j'ai mon main layout. Donc Razor, c'est un langage de syntaxe HTML qu'on utilise beaucoup dans la stack ASP.NET, qui nous permet de mettre du code. Donc ça, c'est mon affichage, ma page principale, enfin c'est mon layout principal. Je dis que ça hérite d'un component-based. Et là, c'est du HTML. Hein, et c'est juste ici, je vais dire, dans cette div-là, tu feras un rendering du body de la page. Ici, voilà, j'ai ma page index. Donc typiquement, en haut, je déclare... Alors attendez, avant de vous parler plus longtemps, je vais faire un .NET Run parce que le premier run, il est un peu long. Donc ici, je déclare que cette page-là, elle répond finalement à l'index. Voilà, quand on va requêter l'index du site web, c'est là-dessus qu'on va arriver. Et puis on a même des notions de components avec les Razor Components. Vous voyez ici, ma balise c'est surveyPrompt. SurveyPrompt, c'est pas une balise HTML. En fait, en faisant ça, il sait qu'il doit aller chercher un Razor Component nommé surveyPrompt. Et ici, je vais définir OK, ce composant-là, qu'est-ce qu'il doit afficher. Et je peux même, dans ma balise, donc ici, @code, je peux même passer des paramètres, donc dire, là, je vais avoir une propriété title, qui est un paramètre. Donc si tu veux insérer ce Razor Component, il faut que quand tu l'appelles, tu lui donnes un paramètre. Et donc ce paramètre, tu peux faire un get ou un set dessus. Hein, ça, c'est les setters définis automatiquement. Et donc, ce paramètre ici, je vais l'afficher. Et si on revient sur donc, mon index,
je passe bien ici en attribut mon paramètre à mon component. Donc j'ai vraiment toute cette structure de componentisation, sans aucun problème. Alors maintenant qu'il est démarré, hop, je vais aller dans mon navigateur. Hop. Voilà. Et donc là, ça va se charger. Hop. Voilà. Et je vous laisse regarder ici dans la partie network. On a chargé des choses qui peuvent vous sembler mais complètement hallucinantes. C'est qu'on a chargé des DLL, donc des librairies de code, des librairies dynamiques, des librairies de code. Et comment en fait le navigateur peut exécuter ce code? En fait, .NET, c'est un langage avec un code intermédiaire, donc l'IL, l'Intermediate Language, et eh bien, on l'a vu passer tout à l'heure, voilà, ici, en WebAssembly, j'ai d'abord chargé le runtime Mono, donc je vous parlais de l'implémentation open source du runtime, donc Mono, ils ont fait une implémentation WebAssembly, enfin une compilation WebAssembly de Mono, et donc du coup le navigateur charge d'abord Mono, donc le runtime .NET est prêt dans le navigateur, et après il est capable d'exécuter le code, l'intermediate language de .NET. Et donc du coup, ça c'est le côté un petit peu sympa. Donc là, je vais nettoyer un petit peu mon réseau. Et donc si vous voyez ici, quand je navigue, on est vraiment dans une single page application. C'est que quand je navigue ici, alors, sauf sur le fetch data, j'ai pas d'aller-retour avec le serveur, sauf ici, où j'ai juste été récupérer un fichier weather.json sur mon back-end pour récupérer mes données. Mais il n'y a pas d'aller-retour. Donc tout ça, c'est une single page application. Ici, quand je clique sur Click Me, il ne se passe rien. Il n'y a pas d'aller-retour avec le serveur. Et donc, si je reviens ici, je peux vous montrer sur la partie counter. Voilà, j'ai bien ici mon code avec, j'explique, donc sur le onClick, tu vas appeler la méthode incrementCount, et là dans mon code, je définis la méthode incrementCount. Et dans fetchData, là par contre, je définis des choses, et un peu plus bas, j'ai effectivement mes méthodes où je vais faire un getJSON asynchrone pour aller récupérer mon fichier JSON sur la partie backend. Donc voilà ce qu'on s'autorise aujourd'hui à explorer. Le fait d'avoir réécrit toute cette stack, d'avoir rebooté, ça nous permet de faire ce genre de choses. Donc ça, c'est plutôt sympa. Aujourd'hui, on sait que ça peut pas être prod ready. Parce que charger le runtime Mono, ça fait quand même pas mal d'octets à récupérer. Et donc on travaille sur les capacités de compilation AOT de Mono pour qu'à la fin, en fait, ce soit que du code WebAssembly qui soit à charger. Voilà, et vraiment réduire le volume de données à charger en arrivant sur la page. Donc ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles on est en train de travailler. Donc voilà. Un autre sujet que je voulais vous montrer, voilà ce que ça nous permet de faire. Eh bien, je vais faire un autre petit répertoire. Hop là. C'est qu'aujourd'hui, alors il y a beaucoup de gens qui râlent, qui pestent, enfin des gens historiques de .NET qui pestent avec ça. C'est qu'on ne va pas porter, les Windows Communication Foundation. Il y a beaucoup de services développés sur cette librairie-là encore en activité, et on a annoncé que ça, la partie serveur de WCF, on ne le porterait pas sur .NET Core. Ça fait partie des API qui existaient dans le .NET Framework. On a dit non, ça on ne le portera pas, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire, et que l'innovation sur les protocoles, c'est plutôt gRPC. Donc, en fait, on a une implémentation de gRPC qui est complètement supportée dans .NET Core 3.0, là, qui vient de sortir. Donc là, je suis en train de créer mon projet gRPC. Voilà. Donc il est en train de faire son petit restore. Donc mon projet gRPC, il est ici. Dans ma configuration, dans ma classe startup où je configure tout ce que je veux lancer, je lui dis juste dans les services, tu rajoutes tout ce qu'il faut pour faire du gRPC. Ici, j'ai mon fichier de description proto où je vais décrire, alors là il est très très basique, hein, mon service gRPC.
il renvoie juste le message. Mais je vais décrire mon service, et ici, j'ai ma classe GreeterService qui implémente donc greeter.greeterBase. Donc cette classe-là, elle est générée automatiquement. C'est qu'à la compilation, en fait, le compilateur va voir le fichier proto, il va générer tout le code nécessaire à gérer le protocole pour vous. Vous n'avez pas besoin de le coder. Et vous avez juste à coder la logique métier dans cette classe-là de ce que doit faire votre méthode chello ici. Voilà, toute la gestion du protocole, elle est faite pour vous par l'implémentation de .NET Core. Donc là, pendant ce temps-là, je vais lancer mon service. Et pendant ce temps, pendant qu'il démarre, je vais vous montrer. Alors ça, je l'ai déjà codé parce qu'il y avait 2-3 petits trucs à faire. J'ai codé la classe client de ça. Donc là, j'ai un petit client en .NET où, pareil, j'ai le même fichier proto pour faire la description. Voilà, donc c'est globalement le même, sauf que ici, j'ai changé le namespace en disant, bah là, tu vas me générer le code dans un namespace client et pas un namespace serveur. Dans mon fichier qui définit mon projet, je lui ai dit, bah ouais, tu as un fichier proto à gérer, mais là, on est plutôt côté client, donc tu vas générer le code client et pas le code serveur. Et dans mon petit programme, et pas après, j'ai juste ici à lui dire, bah, tu me crées un channel sur cette URL-là, tu me crées un client greeter qui va utiliser ce channel, et puis tu appelles la méthode. Donc là, on va dire, on va faire un say hello defacement. Donc là, mon serveur, il est démarré. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre bash. Je vais aller dans ma partie client. Donc là, je suis au bon endroit. Et donc, je vais faire un .NET Run. Là, et tout devrait bien se passer. Hello World, là, je suis content. Et là, greeting hello defacement. Donc là, je vais aller voir que, pour que vous puissiez vous en rendre compte, j'ai bien eu mes appels ici. Donc c'est bien mon service gRPC qui a répondu. Donc ça, c'est plutôt cool aussi, parce que gRPC, maintenant, vu que c'est une spec open source, la plupart des stacks de développement ont fait leur implémentation de gRPC. Donc maintenant, on est capable de discuter avec n'importe qui sait faire un service gRPC. Donc ça, voilà à quoi ça nous a servi de rebooter .NET, c'est que maintenant on peut vraiment recommencer à innover et à faire pas mal de choses qu'on ne pouvait plus se permettre de faire. Alors, entre autres petites choses qu'on a rajoutées, bon là, les plus grosses WebAssembly gRPC, il y a pas mal de choses. Le support de C# 8, donc amène pas mal de petites nouveautés dans le langage. Alors ça, il commence à être assez mature le langage, donc on rajoute des sucres syntaxiques, notamment pour vérifier les types nuls pour vous, par exemple, pour éviter les erreurs de « Ah, dis donc, t'as pas vérifié que les paramètres que je passais dans la méthode, ils étaient nuls, donc comme t'as pas fait ce contrôle-là, derrière, bah, on s'est pris plein d'exceptions. » Franchement, je pense que vérifier le fait que les types soient nuls dans les paramètres passés à une méthode, c'est la source d'erreur numéro 1. Il y a un truc, les gens adorent, c'est donc le fichier exécutable unique. Les gens qui font du Go, c'est génial. Donc bah, on n'a pas été bête, on s'est dit ah ouais tiens ça a l'air vraiment bien et ça a l'air d'aider les gens. Donc bah, en fait maintenant on peut faire une compilation et compiler un exécutable unique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus les librairies là que vous voyez avant qui à se balader. C'est l'exécutable, vous faites un copier-coller. Et il marche sur votre plateforme. Donc ça c'est intéressant, notamment parce qu'il est complètement indépendant et il embarque les librairies du runtime dont il a besoin. Donc si vous compilez pour une version 3.0.1, ben, il va embarquer les librairies du runtime 3.0.1. Si vous compilez pour 3.0.2, il va embarquer 3.0.2. Et du coup vous êtes sûr que s'il n'y a pas la bonne version du runtime.NET Core sur la machine sur laquelle vous allez mettre l'exécutable, bah, ça va quand même fonctionner.
Le problème de ça, c'est que le runtime aujourd'hui, il fait à peu près quasiment 70 mégas. Donc ça fait tout de suite des exécutables un peu gros. Et donc on a rajouté l'IL Linker, qui va analyser votre code. Et comme maintenant le runtime, les API du runtime sont très modulaires, eh bien, il va analyser votre code, il va regarder ce que vous appelez, et toutes les dépendances qui ne sont pas nécessaires du runtime, il va les enlever, et on peut tomber sur des exécutables qui font 6-7 mégas, et qui embarquent le strict minimum, et on travaille à en enlever encore plus. Donc là, on a déjà ça, et dans les versions futures, on va encore travailler à faire en sorte qu'on puisse faire des exécutables avec une taille toute petite. Attention, l'IL Linker, il n'est pas magique. Si vous faites de la réflexion ou si vous chargez dynamiquement des assemblies, donc des librairies de code, lui, il ne peut pas deviner. Donc là, vous risquez d'avoir un code qui ne marche plus. Alors après, vous pouvez prévenir l'IL Linker quand vous l'appelez. Attention, ça, tu ne me l'enlèves pas parce que c'est de la réflexion, c'est du chargement dynamique. Mais voilà, il faut maîtriser. On a rajouté aussi, toujours pour des problèmes de performance, de la compilation par niveau. On fait du tiering, c'est-à-dire que pour améliorer les startups, les temps de startup de l'application, notamment dans un contexte cloud où on fait de plus en plus de serverless et finalement notre application elle n'est pas chaude, on va exécuter notre morceau de code et puis finalement on va le redescendre tout de suite pour libérer les ressources. Donc là, la compilation par niveau, ça nous permet par exemple de faire une première passe de compilation. Et puis, derrière, le code JIT, donc ça, on va déjà avoir quasiment du code compilé pour la machine cible. Et le compilateur JIT, après, au runtime, va optimiser cette compilation au fur et à mesure de l'usage du code. Donc ça permet d'améliorer les temps de startup. Bon, les local tools, le fait de pouvoir dire à votre application, toi, tu es capable de t'exécuter sur la dernière version du runtime qu'il y a sur la machine. Moi, je t'ai prévu, par exemple, pour la version 3, mais il y a peut-être la version 3.1 sur la machine. Et exécute-toi sur la version 3.1, parce qu'a priori, il ne devrait pas y avoir de problème de compatibilité. Les async streams, ça c'est aussi un petit truc sympa, c'est le fait d'avoir des collections qui vont être, par exemple, remplies dynamiquement. Et de l'autre côté, quand on est un consommateur de la collection, on peut faire un for each sur cette collection. Et en fait, notre code il va être appelé à chaque fois qu'il y a un nouvel objet qui va être mis dans la collection. Donc ça permet de faire de l'insynchronisme entre celui qui remplit la collection progressivement et celui qui la consomme, mais en ayant un code qui reste très lisible parce qu'on a l'impression, d'un côté, de remplir une collection et de l'autre, de lire une connexion et juste de faire un for each dessus. L'autre point, c'est Windows Desktop. Alors ça a fait râler pas mal de gens parce que c'est une entorse au fait que tout soit cross-platform sur .NET Core. Alors, on l'explique cette entorse-là, hein, enfin, elle est simple, c'est-à-dire que nous, maintenir WinForm et WPF sur le .NET Framework, ça nous coûte en termes de puissance de développement. Voilà, on doit avoir des développeurs. Désolé. On doit avoir des développeurs qui... On doit avoir des développeurs qui travaillent sur le maintien du .NET Framework, donc on aimerait bien que les gens migrent. Et on s'est rendu compte quand même qu'il y avait un très gros patrimoine d'applications clients lourds en WinForm et WPF. Donc on a implémenté WinForm et WPF sur .NET Core. Donc on peut aujourd'hui migrer une application WinForm ou une application WPF sur .NET Core. Mais attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, vous ne pourrez pas la faire tourner sous Linux ou vous ne pourrez pas la faire tourner sur Mac OS X. Ça, c'est une partie qui est spécifique à Windows. Mais il y a toujours un mais, c'est un projet communautaire, maintenant. Et il y a des gens de la communauté qui sont en train de se lancer dans des implémentations de WinForm et WPF pour les autres OS, mais Microsoft a dit, nous, on ne mettra pas de force là-dessus. Parce on n'a pas, en tout cas dans ces équipes-là, on n'a pas les équipes qui maîtrisent suffisamment bien les stacks graphiques, par exemple, de Mac OS X et Linux, et du coup, pour nous, c'est très coûteux de faire l'implémentation. Et puis parce que voilà, c'est plus pour permettre aux gens qui ont du legacy de continuer, mais voilà, c'est pas le futur. Donc, what's next? Aujourd'hui, en 2014, on s'est retrouvé avec 3 implémentations du runtime, le .NET Framework, .NET Core, et puis je vous en parlais, Mono, notamment avec Xamarin.
Ça, forcément, quand on a commencé à dire ça, les gens ils ont dit ah, déjà on en avait 2, maintenant vous nous en rajoutez une 3e, vous commencez à être un peu pénible. Donc, en 2016, on a sorti .NET Standard. .NET Standard, en fait, c'est un contrat entre les différents runtime pour dire voilà, moi je supporte telle version de .NET Standard, donc je garantis aux développeurs que j'ai ce set d'API. Alors au début, le set d'API, je crois que c'était 20 000 API communes entre les 3 runtime, et puis bien évidemment aujourd'hui avec la version 2 et 2.1, ça a beaucoup grandi. Donc ça c'est .NET Standard. Donc ça c'est .NET Standard, c'est un bon moyen de passer de .NET Framework à .NET Core sur ces applications web. On descend tout le code métier dans des librairies qu'on tag devant supporter .NET Standard. Donc là, c'est le compilateur qui va vous dire ah ben non, ça c'est pas compatible .NET Standard, ça c'est pas compatible, ça c'est pas compatible. Donc ça vous permet de faire le tri entre ce qui peut facilement être porté vers .NET Core et ce que vous devrez retravailler. En général, si comme on code tous très très bien, on a fait une belle séparation entre l'UI et la couche métier. Il n'y a pas de problème, c'est génial. Finalement, tout notre code métier, il se porte très très bien. Et puis on n'a que l'UI à refaire. Ouais, ok, d'accord, ça c'est dans un monde idéal. Mais il y a un chemin de migration, puis il y a des outils aussi d'analyse de code qui vous disent si ça va coincer ou pas. Donc ça c'était .NET Standard. Mais maintenant, là on l'a annoncé à la build au mois de mai. Le futur c'est .NET 5. Ah ouais, alors on passe de .NET Core 3.0 à .NET 5. Bien évidemment, les voies du marketing chez Microsoft sont impénétrables. Alors, je vous explique pourquoi .NET 5. Bah forcément, on a .NET Framework 4.8. C'est la dernière version de .NET Framework. On l'a dit, il n'y aura plus que des corrections, des patchs de sécurité dessus. Donc on s'est dit, ah ouais, mais alors si on fait un .NET Core 4, les gens ils vont encore se prendre les pieds dans le tapis en confondant .NET Framework 4.8 et puis .NET Core 4. Donc on va directement passer à 5. Et puis en plus, on veut bien montrer que ça c'est le futur et que c'est ça .NET maintenant. Donc on va enlever le core et on va appeler ça .NET 5. Voilà. Donc voilà l'histoire. Je ne suis pas sûr que ça simplifie les choses, mais ça c'est l'histoire. Et par contre, .NET 5, l'objectif c'est d'unifier et de dire, voilà, on va définir une infrastructure en dessous commune, avec des compilateurs communs, des supports de langage communs et des runtime communs qui vont tous garantir qu'ils supportent et ils ont le même comportement par rapport au set d'API .NET. Très rapidement, les gens en ont conclu, il n'y aura plus qu'un runtime, il n'y aura plus .NET Core et Mono. La réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est qu'on va certainement garder les deux runtimes dans un même packaging. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous installez le SDK .NET 5, vous aurez les deux, Mono et .NET Core. Pourquoi ? Et il y a un article de blog qui l'explique très bien, c'est qu'à la base, le runtime et le compilateur donc .NET Core a été optimisé pour de la compilation just-in-time, donc du JIT, et il est très très bon pour ça. Et Mono, petit à petit, comme il s'est spécialisé dans le dev d'applications mobiles avec Xamarin, eux, ils ont vraiment optimisé le runtime et les services du runtime pour être très très bons sur la compilation AOT. Et finalement, matcher les deux, c'est pas si simple que ça. On ne peut pas avoir le meilleur des deux mondes dans un seul runtime. Par contre, ce qu'on va garantir, c'est que finalement, pour le développeur, lui, il a un set d'API et choisir tel ou tel runtime, c'est juste un switch dans son projet en disant là, je veux plutôt utiliser le runtime Mono parce que je sais que mon code, je vais plutôt le faire tourner sur une application mobile ou en mode natif. Ou non, je veux plutôt une application web et je vais plutôt utiliser l'autre runtime. Ça a encore le temps de changer, parce qu'on travaille quand même sur le sujet, mais aujourd'hui, quand on lit bien les articles de blog, c'est la direction que ça prend. Et puis, on s'est aussi pas mal fait engueuler sur ouais, on n'a pas de visibilité sur votre roadmap, quand est-ce qu'il va y avoir des versions majeures et tout ça, donc c'est quoi? Donc, à la build, on a annoncé qu'on prenait quelque chose de clair. Donc, en juillet, il y a eu la release candidate de .NET Core 3.0. En septembre de cette année, à la .NET Conf, on vient d'annoncer donc .NET Core 3.0 est en General Availability. On aura, parce qu'on se donne un peu de temps quand même pour finir de ranger la chambre et prendre les retours et des gens qui nous disent « Ah non, vous avez laissé quelques bugs traîner dans les coins ». Donc en novembre de cette année, on aura .NET Core 3.1
qui sera une LTS, donc Long Term Support. Donc .NET Core 3.1, ce sera un runtime LTS. Et on va avoir une nouvelle version tous les ans maintenant, qui sortira au mois de novembre. Donc .NET 5, il sort dans un an. Ce ne sera pas une LTS. Et ensuite, on aura en 2021 une version LTS de .NET Core. Et si on ne change pas d'ici là, la durée de la LTS, c'est par exemple pour .NET Core 3.1, il sera en LTS jusqu'à la sortie de .NET 8. Et après, fin du support. Voilà, ça laisse 4 ans. Et ainsi de suite. Donc en fait, il y a comment dire, il y a une couverture du support, il y a 2 LTS successives, elles sont en support en même temps, et quand il y a la troisième qui sort, bah, la première, elle est plus supportée. Donc l'idée, c'est ça. Alors, je ne sais pas vous, mais dans l'écosystème .NET, on a plein de clients, on a plein de partenaires qui font du .NET et qui râlent « Ah, mais c'est pas possible, vous avez changé le paradigme, avant vous supportiez pendant des années. » Ouais, enfin... Si c'est ça le problème, je vous propose d'aller regarder les autres stacks de développement. On va voir pendant combien de temps vous allez être supporté sur une version de Node ou une version de Java, vu la vitesse à laquelle ça change. Donc voilà, on a juste dit, bah oui, le monde d'aujourd'hui, il s'update en permanence et voilà, la rétrocompatibilité jusqu'à la nuit des temps, c'est plus possible, quoi. Donc voilà. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, moi j'ai relevé les épaules et j'ai relevé la tête et je suis plutôt content d'être un développeur .NET parce que je pense qu'avec ce reboot, il y a plein de choses nouvelles qui s'annoncent pour nous, notamment parce qu'on peut aussi nous contribuer à l'évolution de cette stack. Donc j'espère que ça vous aura au moins donné l'envie de regarder un peu plus dans le détail ce que propose .NET. Et je vous remercie tous de votre attention. Et s'il y a des questions, bah, je crois qu'on a encore 3 minutes pour des questions.